position. Ici, sur l'euro-yen, eh bien, on est à l'intérieur des bandes de ça ne nous intéresse pas. Sur l'euro-dollar, qu'est-ce qui se passe? On est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Bon, il n'y a rien à faire. Peut-être que si les cours cassent la bande inférieure de Bollinger, ça peut être intéressant. Il faut quand même regarder quel est le niveau de la volatilité sur ce graphique 2 minutes. Bon, la volatilité n'est pas très forte par rapport à une volatilité qui a permis le mouvement de baisse, donc on verra un petit peu plus tard ce qui se passe. Sur le sterling yen, on est à l'intérieur des bandes, il n'y a rien à voir. Sur le câble, eh bien, il y a eu probablement un faux cours dans la période précédente. Nous, on est là, il n'y a rien à faire non plus. L'once d'or, bien entendu, l'or c'est la plus ancienne des devises qui existent, donc il n'est pas question de ne pas travailler l'once d'or. Tout à l'heure, probablement, on n'aura le temps de voir que sur les 12 à 18 mois à venir, il y a potentiellement un mouvement de l'ordre de 40% de fluctuation des cours qui est envisageable, chose que l'on ne peut pas envisager sur un autre support. Quand je dis un autre support, ça veut dire soit sur les taux d'intérêt, soit sur les actions, soit sur les indices boursiers, soit sur les devises. Donc, il est bien évident que le marché sur lequel il vous faudra travailler, c'est en priorité le marché de l'or. Donc, vous pouvez toujours déjà voir l'or contre le dollar, c'est pas mal, mais il existe des possibilités de travailler l'or contre d'autres devises, en particulier contre le dollar canadien, où, me semble-t-il, vous avez un potentiel de fluctuation qui est encore plus important. Voyons voir autre chose. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui. Là, c'est pas mal non plus, et éventuellement, on peut avoir un reclassement type 2 ici. Alors, c'est partie de la méthode de TDMF. D'accord, c'est normal. Sauf, là, on est en trading intraday, donc c'est pour des personnes qui ont déjà un minimum de connaissances. Alors, je ne sais pas quelle est votre idée sur le Forex, mais moi, je peux vous dire quand même, pour avoir été pendant 14 ans dans une des plus grandes salles de marché européennes, que les traders qui sont sur le Forex, ce sont les traders qui ont fait leurs preuves dans d'autres départements auparavant. Ce sont les opérateurs les plus aguerris. Donc, quand on parle de Forex, a priori, on s'adresse à des personnes qui ont déjà un minimum de connaissances en analyse technique. Oui. Oui, excusez-moi, ce sera encore mieux si je le mets en 1 heure, vous avez parfaitement raison. Voilà. Donc, ici, donc, le reclassement, il y a bien un reclassement, puisqu'il y a au croisement du parabolique, pour faire plaisir à monsieur, au croisement du parabolique et de la moyenne mobile, on a une divergence de la bande opposée avec, sur l'unité de temps supérieure, les deux moyennes mobiles qui évoluent dans le sens normal. Donc, on pourrait, a priori, prendre une position à la baisse, puisqu'il n'y a aucune information négative. Écoutez, allez, puisqu'on est là pour s'amuser, on va sur mon compte réel, mon compte de démo, on va rentrer en position, on va essayer de passer le bon ordre, on va rentrer en position vendeur et on verra bien ce qui se passera par la suite. Donc, sur l'once d'argent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien de particulier. Sur le USD-CAD, c'est pas très intéressant. Non plus, de toute façon, il y a ici une IEN. Sur le dollar suisse, eh bien, il n'y a rien de très particulier. Et sur le dollar yen, attendez que le graphique soit là, il n'y a rien. Donc, on va revenir sur notre NZD
VUSD. Hein, on est là pour ça. Donc on va faire un suivi de position. Voilà, évidemment, ça ne bouge plus beaucoup maintenant. Donc pour nous, si vous voulez, le fait que le parabolique soit agressif, qu'il y ait une divergence de la bande supérieure, devrait nous permettre d'observer une poursuite de la baisse des cours. Donc là, les deux moyennes mobiles sont orientées à la baisse, donc a priori, on va pouvoir continuer à garder cette position. Alors, là, je vais faire quelque chose qui est strictement interdit, mais soit on continue à regarder cette position et donc à gérer cette position, et donc je vais tâcher d'en sortir gagnant, soit, si vous le souhaitez, on peut regarder l'analyse d'un certain nombre de devises sur le long terme, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on va relâcher notre attention sur la prise de position et le marché, non pas qu'on lui fasse des blagues. Et faire autre chose que suivre une position, c'est des problèmes de marché, non pas, donc en général, ça se termine relativement mal. Donc, c'est mon dilemme actuellement. Soit on reste là-dessus, et je continue à vous expliquer le trade, soit on passe sur le long terme et... Ah oui, mais bon, on est quand même là potentiellement pour ça. À partir du moment où il y a un semblant de signal, bon, je pense quand même que ça peut être aussi amusant. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on reviendra tout à l'heure sur cette position, et puis on fera un débriefing en disant voilà, il aurait fallu sortir à tel niveau. De toute façon, comme votre patrimoine ni le mien n'est fortement engagé, on peut peut-être repasser. Oui. Ne vous battez pas. Non, parce que là, je suis en 2 minutes. Après le contrôle, le contrôle, normalement, c'est une gestion dynamique hein, de toutes les IEN possibles. Et là, oui, il y a des belles IEP, il y a une hausse de la tendance parabolique, il y a une bande de Bollinger qui émerge, il n'y a que des informations positives pour l'instant. Hein. Donc, et surtout, tout à l'heure, je vous ai dit, tant que les moyennes mobiles sur une unité de temps majeure sont dans le sens de la prise de position, il n'y a pas de souci. Bon, là, a priori, vous voyez, c'est ici, au moins pendant 4 ou 5 périodes, on ne devrait pas avoir trop de risques. Hein. Donc, pour l'instant, je suis à peu près serein. Donc, si vous voulez, je vous propose de... Oui, mais le stochastique, qu'est-ce que c'est que le stochastique? C'est l'indicateur de référence d'un marché sans tendance. Et donc, comme là on est dans un marché avec une forte tendance, c'est normal que le stochastique ne vous donne pas d'enseignement. Si le stochastique vous permettait de gérer, sortir de position, ça s'appellerait une martingale. A priori, le stochastique n'est pas une martingale. Le stochastique est un très bon indicateur, mais ce n'est pas une martingale. Donc, là aussi, si vous voulez, dans les instituts classiques, on a l'habitude d'utiliser le même indicateur pour rentrer sur cette position. Vous aimez bien utiliser, par exemple, le croisement de moyenne mobile pour rentrer dans une position et utiliser ces mêmes moyennes mobiles pour sortir de position. Mais encore, si vous faites ça, ça veut dire que vos moyennes mobiles s'appellent des martingales. Donc, par exemple, si on regarde ce qui se passe sur le marché Forex, dans les salles de marché, la majorité des opérateurs utilisent le parabolique, le SAR, pour sortir de position. Hein. C'est très classique dans les salles de marché. Je n'ai jamais vu, en plus de 15 ans, dans des salles de marché professionnelles, des opérateurs rentrer sur le marché avec le SAR. Donc oui, il faut prendre l'habitude de travailler avec certains indicateurs dans une configuration, et ces indicateurs ont été créés pour ça. A priori, bon, c'est un exemple trivial. Quand vous rentrez dans un marché sans tendance, donc utiliser le stochastique, je le veux bien.
Mais après, quand le marché a beaucoup décalé, le stochastique est devenu lisible. Hein? De même, je reviens systématiquement à toutes mes présentations sur pourquoi travaillez-vous pour prendre position avec un croisement de deux moyennes mobiles ou avec le croisement d'une moyenne mobile et de l'indicateur, alors que statistiquement, il a été prouvé sur des tests dignes de confiance que vous n'arrivez pas statistiquement à observer plus de 50% d'opérations gagnantes. Alors que si vous entrez sur le marché avec des non-croisements entre deux moyennes mobiles, entre une moyenne mobile et un indicateur, dans un minimum de 80% des cas, vous observez une opération gagnante. Alors, souvent, je sais par la psychologie des foules, des intervenants. Moi, je pense que les gens qui utilisent des croisements de moyenne mobile ou le croisement d'un indicateur et sa moyenne mobile, ce sont des masochistes. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse les psychologues. Et donc, les gens qui veulent écrire des bouquins sur la psychologie des intervenants, très bien de se pencher sur cette question. Ça, c'est une vraie question. Hein? Voilà. Donc, vous n'aurez pas perdu votre temps. Allez, on passe à nos graphiques sur le long terme. Et au moins, je vous raconte des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, on va prendre un graphique à long terme. Voilà, par exemple, là c'est le graphique de l'or, je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est le graphique ici. J'ai changé mon fond d'écran parce que visiblement, ça plaisait pas à certaines personnes. C'est dommage parce que c'était quand même une photographie d'art. Mais bon, c'est une photo de Germaine Creux, c'est plutôt une photographe du XXe siècle. Hein. Je suis désolé. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà, merci. Donc, si on prend le marché de l'or, alors on voit qu'il y a un certain nombre d'IEP, puisque, donc pour reprendre les critères de la TDMF, on a eu un T1 et un T2, que actuellement on est dans la 9e période après le T1, pour lequel on a une poursuite de la dynamique de la bande opposée. Donc si à la fin de la période, donc le 31 décembre, on a une poursuite de la bande inférieure de Bollinger, on peut considérer qu'on sera dans un marché qui a, depuis le début du mouvement, fait à peu près le tiers du mouvement de hausse. Mais ça, c'est si on est encore rouge à la fin d'année. Et c'est un petit peu ennuyeux, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a un produit qui s'appelle le silver, et le silver, qui n'est pas très différent du cours de l'or, vous voyez ici, c'est malheureusement il n'est déjà plus rouge, mais il est vert. Donc on ne peut plus, probablement que si les cours de l'or baissent encore un petit peu, on va avoir du mal à pouvoir dire qu'on n'a fait que le tiers de la hausse des cours de l'or. Pour cela, on va déjà regarder ce qui se passe sur le graphique trimestriel, mensuel et hebdomadaire. Sur le graphique trimestriel, on a été touché la moyenne mobile de Bollinger, mais ici, on a une IEP, un fameux non-croisement auquel je suis tant attaché, et ce non-croisement, allié sur le stochastique allié avec un état suracheté du MACD, indique que l'on a un potentiel de baisse pendant encore plusieurs périodes. Je vous rappelle que faire de l'analyse technique, c'est faire des prévisions. Donc moi, je me fous complètement de ce qui s'est passé sur la partie gauche des graphiques. De toute façon, c'est le passé. Le passé, on ne peut plus rien pour lui. Ce que l'on peut, pour nous, c'est l'avenir. Et donc, si on considère que dans les 2 ou 3 prochaines périodes, le stochastique et le MACD vont continuer à baisser, cela veut dire que la probabilité est extrêmement importante pour que la moyenne mobile du Bollinger trimestriel ne serve pas de support,
Et dans ce cas-là, le prochain support, je suis désolé, il se trouve aux alentours de 716, si on prend comme référence le graphique trimestriel, allez, 818, si vous voulez, si on prend le parabolique annuel, sachant que si ça se passe pas avant le 31 décembre, le parabolique sera à 900 l'année prochaine. Maintenant, pour moi, que les cours soient à 700 ou à 900, si on peut prendre une position vendeur à 1300, le gain est quand même pratiquement le même. Voilà. Alors, est-ce qu'on a raison de considérer que la baisse va se poursuivre? Eh bien oui, si on regarde la hausse de la volatilité sur le graphique mensuel, vous voyez qu'il y a une hausse de la volatilité, donc le potentiel de baisse sur les cours, d'autant plus que là, c'est sur le MACD que l'on observe un non-croisement. Donc, a priori, la baisse va se poursuivre tant qu'on n'aura pas dépassé, on va donner 1557 comme résistance, comme niveau qui remettrait en cause le mouvement de baisse sur les cours de l'or. Allez, on va passer à une autre devise. Il y a un truc qui doit s'appeler. Allez, on va faire un truc qui s'appelle euro. Ah, peut-être dollarienne. Dollarienne, ça peut vous amuser parce que ça va bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le dollar yen? Eh bien, sur le graphique annuel, vous voyez que les cours remontent à un moyenne mobile de Bollinger, mais ici, on a toujours un non-croisement, une IEN, puisque, vous voyez, ici, il y a toujours cette IEN qui est en cours. Et donc, peut-être que la moyenne mobile de Bollinger va servir de résistance. C'est vrai qu'ici, il y a encore un peu de potentiel de baisse, mais c'est contradictoire entre la tendance baissière à venir des moyennes mobiles, puisque les prochaines valeurs des moyennes mobiles, à l'aide des cours moins 24 et moins 8, indiquent que la baisse va se poursuivre, et l'évolution du stochastique MACD. Sur le graphique trimestriel, on a été touché une résistance avec une volatilité qui est supérieure à la volatilité de référence. Ça veut dire quoi que la volatilité est supérieure à la volatilité de référence? Ça veut dire que le potentiel de hausse des cours liés à une hausse de la volatilité est très peu probable. Donc on peut tout à fait envisager que la zone 103,97, la bande supérieure du Bollinger trimestriel, serve de résistance. Il faudrait, pour remettre en cause cette analyse, que soit dans ce trimestre, soit dans le trimestre prochain, on observe une baisse de la bande inférieure de Bollinger qui indiquerait une hausse de la volatilité. Ça ne semble pas probable. En plus, on a une moyenne mobile longue qui reste baissière, donc ça c'est assez négatif. Ici, un très beau mouvement de hausse, puisque, vous voyez, on aurait presque pu avoir un croisement de type 2, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, puisqu'il y a le croisement du parabolique et de la moyenne mobile avec une poursuite de la dynamique de la bande opposée. Mais il y a la présence d'une IEN faite par le fait que la moyenne mobile à 23 périodes sur une unité de temps supérieure se trouve et va rester, moi je parle toujours au futur, c'est ça, en rouge. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de replacement. Oui, il y a un mouvement de hausse, oui, l'indicateur de référence sera le MACD. Et tant que le MACD ne sera pas suracheté, le mouvement de hausse va se poursuivre. 7 et 23 en moyenne arithmétique. Quelques sous. Ah, bien sûr, bien entendu. Alors en hebdo, on est toujours dans un marché haussier. Voilà, on est là, le stochastique et le MACD sont difficiles à lire. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, on ne peut pas rentrer dans le marché dans ces conditions. Et on va regarder quand même un petit peu notre NZD et USD. Ah, ça remonte, là, on va avoir des soucis. On va regarder les 2 minutes très rapidement. Ah, oui. Alors donc là, on arrive sur le match. Le stochastique qui ici remonte, mais pour l'instant, la moyenne mobile sert de résistance. Donc, pour l'instant, on va garder notre position vendeur. Allez, on revient sur notre graphique hebdomadaire. Et donc, je vais parler du dollar yen et on va parler maintenant de l'euro-dollar. On se trouve l'euro-dollar, il se trouve ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar? Donc, ici, une volatilité qui n'est pas minimale, des bandes qui sont assez plates.
Donc, on va rester dans un trading range entre la bande supérieure et la moyenne mobile, d'autant plus que les moyennes mobiles sont plates, que le stochastique et le MACD vont être surachetés. Oui, mes copains ils nous parlent de l'état survendu passé. Moi, je parle de l'état suracheté qui va se poursuivre. Hein? Et donc, on va plutôt s'orienter vers la moyenne mobile ici. Quand on regarde le graphique trimestriel, on va regarder le niveau de la volatilité. Hein? Quelle est la volatilité? Eh bien, on voit que la volatilité est quand même relativement faible par rapport à celle-là qui avait permis un mouvement de hausse important. Puisque la volatilité est faible, ça veut dire qu'il y a la potentialité d'avoir un mouvement de baisse aussi important que ce mouvement de hausse, puisque la volatilité permet soit un mouvement de hausse, soit un mouvement de baisse. Les indicateurs sont plutôt ici avec un non-croisement à la baisse. Là, ça reste encore baissier. Donc, on valide plutôt l'idée d'aller sur un 23 qu'autre chose. Quand on regarde sur un graphique mensuel, il peut y avoir un non-croisement baissier ici. Vous voyez, là, on approche du non-croisement baissier. Vous voyez, ça devient rouge. Et on va regarder, là, c'est la moyenne à 7 mois. Le mois prochain, on va retirer, et dans les prochains mois, on va retirer des cours qui montent. Si on retire des cours qui sont supérieurs aux cours qu'on ajoute, ça veut dire quoi? La moyenne mobile va être fonction de la différence, et donc la moyenne mobile rouge ici va s'accentuer. On est en train de vivre le début d'un non-croisement, c'est-à-dire qu'on risque d'observer dans les mois qui viennent un mouvement de baisse significatif sur l'eurodoll. Là, vous le vivez en direct. Moi, je ne parle pas de ce qui s'est passé en l'an 70. Je vous parle de ce qui va se passer dans les prochains mois. Oh là là, ce sont des mots que je n'ai pas entendus depuis 1970. Non, mais pour dire que l'analyse technique, malgré des analyses techniques différentes, c'est peut-être le fruit du hasard. Bon, alors, donc potentiellement un mouvement de baisse significatif, d'autant plus que qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est le graphique hebdomadaire qui va nous le dire, et vous voyez qu'ici il y a encore un beau non-croisement avec une hausse de la volatilité. Donc là aussi, si on regarde l'évolution des moyennes mobiles, on va retirer des cours qui montent, on va retirer des cours qui montent, donc ça va plonger. Donc c'est clair que l'eurodoll, et c'est une analyse que je n'avais pas faite auparavant, ça fait plusieurs jours, peut-être une ou deux semaines que je n'ai pas regardé ça parce que ça ne m'intéresse pas, mais on a des signaux de baisse significatifs qui sont en train de se mettre en place. C'est peut-être intéressant pour d'autres choses. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le moyen terme. Allez, on va revenir sur quoi, par exemple, l'AUD, l'USD. C'est intéressant l'USD, parce que déjà ici, vous voyez, il y a un très beau signal. Alors voilà, pour notre ami qui ne savait pas ce que c'était qu'un T1, T2, ça c'est un T1, ça c'est un T2, parce qu'il y a une volatilité qui était minimale, puisque le compte de Bollinger qui reste stable pendant toute cette période, il y a une hausse de la volatilité, et surtout, on remarque quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a eu un changement de tendance du parabolique pendant T2. Ici, vous avez un magnifique croisement aussi, c'est magnifique, ça se passe casser la gueule, mais ça va être grandiose, grandiose, grandiose. Alors, vous voyez sur le mensuel, vous avez une hausse de la volatilité, donc ici, il y a une petite zone de support qu'il va falloir franchir, mais dès qu'on aura cassé les 0.9, l'objectif suivant est 0.7. Ah bah, on trouve quand même un mouvement de 20%, 25% même. Et 25% sur une devise. Alors, même là, on n'est pas en intraday, donc vous ne pouvez pas travailler sur ce genre de signal avec un CFD, mais si vous savez que vous devez faire 25% pour les 3-6 problème, vous, quand vous allez travailler sur du 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, là, vous n'avez jamais pris une position à la hausse sur du 2 minutes, vous savez qu'il y a le potentiel de baisse de 20% ou 25% sur les prochains mois. Donc, vous voyez, cette analyse à long terme,
Sur le long terme, c'est baissier, donc on s'oriente vers 1,36, 37, hein, la tendance de fond. Ici, il y a un mini croisement sur le graphique trimestriel avec, bon, malheureusement, on a touché le parabolique, mais qu'est-ce qui va se passer sur les moyennes mobiles? On voit que les courbes qu'on va ajouter pour le calcul de la M23 par rapport au cours qu'on va retirer, la M23, elle va baisser très fortement. Les cours ici, pour la M7, hein, pour anticiper comment vont se comporter les moyennes mobiles, pour valider notre croisement, c'est ça qui nous intéresse, c'est parce que le mouvement sur le câble n'a pas débuté. Hein. Donc là, on est sur un graphique trimestriel. Bon, c'est une analyse qui porte sur les 18 prochains mois, hein, trimestriel. Et vous allez voir qu'il va y avoir un décrochage phénoménal si le croisement est validé. Et donc, comme on va retirer, là, on a des indicateurs donc, qui sont un peu mixtes, mais de toute façon, sur le mensuel, c'est bien baissier avec les croisements qu'on a ici. Donc, c'est clair que d'ici la fin du trimestre, les cours sont plus bas. Dans le trimestre suivant, les cours vont être plus bas. Donc, on va rajouter des cours en baisse, on va retirer les cours qui sont roses. On va le valider, ce non-croisement. Vous verrez, on va le valider. Et vous verrez qu'au moment où on va le valider, pouf, ça se casse la gueule. Et ça, voilà. Ça, c'est pas un croisement de moyenne mobile qui vous dit, parce que le croisement des moyennes mobiles, ça fait longtemps qu'on l'a eu, et puis le prochain, je ne sais pas quand on l'aura. Et les non-croisements, à chaque fois qu'on l'a, bingo, c'est du gagnant. Hein, ça, c'est la méthode ATBNF. Nos crossovers sur Google, ça n'existe pas. Même si vous rajoutez des Google Analysis, sauf avec ATBNF. Et c'est pas parce que personne ne l'utilise que ça ne fonctionne pas. Faites du backtesting. Je vous encourage à faire du backtesting avec des moyennes mobiles 723. Vous verrez. Je le répète tout le temps. Ceux qui me disent c'est vrai, ça marche. Vous êtes là pour apprendre, apprenez. Et si vous voulez vraiment bien apprendre, venez assister à une de mes formations. Je fais toujours la pub pour mes formations. Je fais des formations pour une seule personne à la fois. Hein, la formation de base, elle dure 3 jours. Quand vous repartez, vous êtes opérationnel. Parce que je vous ai fait faire, dans le 3e jour, 50 exercices qui portent sur avant de prendre position, prise de position, gestion de position, sortie de position. Si vous faites une erreur, là, je ne peux pas le détecter. Et si vous faites 2 fois la même erreur, là, je vois. Et vous ne la faites pas une 3e fois. Ah oui, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous venez de formation, c'est pour ça. Et ensuite, pour ceux qui veulent persévérer faire du trading, dans les formations de trading, comme je vous l'ai dit, il y a une petite participation au départ, mais ensuite, si vous faites une opération gagnante, c'est moi qui paye. Et si vous faites une opération gagnante, on partage. Voilà ce que je vous propose. Allez, on en revient à nos câbles. Donc là aussi, sur le graphique mensuel, il y a un croisement sur le CPC qui a précédé. Donc, avec une hausse de la volatilité, le marché a envie de décaler à la baisse. Donc, ici, ça ne va pas être tout de suite, parce que vous voyez que le niveau de volatilité est très important. Et donc, comme c'est la hausse de la volatilité